Peut-on vraiment dissocier l'identité civique de l'identité ethnique ? En d'autres mots, l'appartenance à une nation doit-elle être comprise en termes de valeurs partagées et de loyauté, ou en termes de naissance et d'hérédité ? Il s'agit là d'une grande question qui fait débat depuis la fin du XVIIIe siècle au moins. Avec la Révolution française, en effet, s'est imposée l'idée de la nation comme une forme construite et non comme un donné naturel. La nation révolutionnaire était conçue comme une communauté politique bâtie non sur les liens naturels et familiaux, mais sur les liens contractuels qui découlent de la liberté individuelle. Et dans cette histoire intellectuelle, le pamphlet de l'abbé Sieyès, Qu'est-ce que le tiers-État, joua un rôle fondamental, car dans cet essai, l'abbé Sieyès définissait la nation comme un corps d'associés vivant sous une loi commune et représenté par une même législature. Dans cette optique, la nation n'a rien à voir avec les origines, mais tout à voir avec l'acceptation d'une loi commune, d'une idée que l'on s'est librement imposée. Et c'est ainsi la base de ce qu'on appellera le nationalisme civique, dont l'expression la plus aboutie fut certainement ce fameux décret du 26 août 1792, un décret promulgué au cœur de la Révolution, qui accordera la citoyenneté française à toutes les personnes, y compris les personnes vivant à l'étranger, à toutes les personnes qui, je cite le décret, qui ont consacré leurs bras et leur veille à défendre la cause des peuples contre le despotisme des rois, à bannir les préjugés de la terre et à reculer les bornes de la connaissance humaine. Et c'est ainsi que l'on accorda la citoyenneté française à des gens comme George Washington, Thomas Paine, Pestalozzi, Jeremy Bentham, Tadeusz Kościuszko, Klopstock ou encore Schiller. Le poète allemand Schiller, par exemple, découvrit un beau matin dans le journal qu'il était devenu français sans même l'avoir jamais demandé. Alors bien sûr, cette conception de la nation n'est pas née en 1789. Elle est au moins le fruit de la philosophie des Lumières qui avait tracé cette voie au préalable. Le philosophe écossais David Hume, par exemple, avait dit que la nation n'était rien d'autre qu'une collection d'individus. Et si vous ouvrez l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert à l'entrée Nation, vous y lirez ceci. Nation, mot collectif dont on fait usage pour exprimer une quantité considérable de peuples qui habitent une certaine étendue de pays, renfermés dans de certaines limites, et qui obéit au même gouvernement. Et c'est tout. Pas un mot sur l'histoire, sur la culture, sur l'ethnie, ni sur la religion. Ce qui est premier, c'est l'individu libre et rationnel, et la nation n'est que l'association de ces individus. Mais contre cette conception civique de la nation, émergera à la même époque une autre conception de celle-ci qui inverse le rapport. Ce qui est premier selon elle, c'est le tout, c'est la nation elle-même, et l'individu n'est qu'un produit de celle-ci. Pour Herder, qui fut l'un des premiers penseurs à avoir ouvert cette voie, l'homme est ce qu'ont fait de lui ses ancêtres. C'est la culture qui préexiste à lui-même, qui constitue son essence et qui façonne son identité. Et dans ce courant, qu'on a appelé le courant des anti-lumières pour faire un peu vite, l'idée que la nation, que la société, que la culture préexiste à l'individu et le constitue, eh bien cette idée est un lieu commun. Et à cette époque, celui qui a été sans doute le plus loin dans cette idée fut le vicomte Louis de Bonald, dont j'ai déjà parlé dans une vidéo à part entière. Louis de Bonald qui avait tenté de constituer la philosophie du nous par rapport à la philosophie du je. Ainsi donc, pour résumer de manière très schématique, on assiste parallèlement depuis la fin du XVIIIe siècle à la production et au développement de deux visions du monde antagonistes sur la définition à donner de la nation et de l'identité. Et bien sûr, en se développant historiquement, ces deux visions du monde se sont progressivement radicalisées, l'une évoluant de plus en plus vers un discours de plus en plus émancipateur vis-à-vis de l'identité, et l'autre insistant de plus en plus sur le caractère incontournable de déterminismes en tout genre, déterminisme culturel, biologique, intellectuel, linguistique, etc. La vigueur de cette opposition a bien sûr varié en intensité depuis lors selon les périodes et les circonstances, mais elle revient à nouveau sur le devant de la scène plus fortement que jamais avec l'incroyable bouleversement démographique que nous connaissons aujourd'hui en Europe, et même plus généralement dans le monde occidental tout entier. Car en effet, quand des millions de personnes venues de cultures étrangères s'installent en Europe et fondent des familles sur place, ils modifient immanquablement la composition ethnique des pays qui les accueillent. Pendant quelques décennies, des esprits subtils se sont efforcés de nier cette évidence, mais aujourd'hui, on peut au moins enfin s'accorder sur ce fait, car désormais, il faudrait être vraiment aveugle pour ne pas le voir.
En France, je crois savoir que les statistiques ethniques sont interdites, ou du moins fortement problématiques. Je me référerai donc ici très simplement et très rapidement aux statistiques de la Belgique, qui est mon pays, pour qu'on ne parle pas dans le vide. Selon les analyses officielles de StatBel, la population belge le 1er janvier 2023 se composait donc de 65% environ de Belges d'origine belge, contre 80% en 2003, donc moins 15% en seulement 20 ans. Donc disais-je, 65% de Belges de souche, dirons-nous, 21% de Belges d'origine étrangère et 13% environ de non-Belges, donc de personnes qui n'ont tout simplement pas la nationalité. Alors évidemment, le nombre de Belges de souche diffère selon les régions du pays. On estime que la proportion est environ de 2 personnes sur 3 en Wallonie, 3 personnes sur 4 en Flandre, et seulement 1 personne sur 4 dans la région de Bruxelles-Capitale. Si je vous donne ces chiffres, c'est donc pour partir de ce fait indiscutable qu'est le changement démographique. Bien sûr, ce sont des chiffres belges, mais tous les pays de ce que j'appellerais l'espace carolingien sont dans la même situation, plus ou moins. Belgique, Pays-Bas, France, Allemagne de l'Ouest, et même l'Angleterre, etc., d'autres pays de ce genre. Ce fait massif, incontournable, oblige donc à reposer la question de l'identité plus fortement que jamais, et c'est même autour de ce thème que s'articule désormais le clivage gauche-droite. Ontologiquement, de manière absolue, en ce qui concerne les principes, j'en ai déjà parlé à de très nombreuses reprises sur la chaîne, la gauche se caractérise par sa recherche et par sa défense de l'égalité, alors que la droite, elle, reconnaît le fait inégalitaire, elle part de l'existence de l'inégalité et cherche un ordre juste, une bonne hiérarchie à partir de celle-ci. Mais ces principes s'articulent ensuite historiquement à partir de clivages polémiques différents selon les époques et selon les rapports de force en présence. Au XIXe siècle, par exemple, c'était des clivages comme pour la monarchie ou pour la République, pour ou contre l'Église. Au XXe siècle, pendant la guerre froide, pour le monde communiste ou pour le monde de l'Ouest, pour le progrès des mœurs ou pour le conservatisme, etc. Et aujourd'hui, à notre époque, le thème dominant, le clivage essentiel, celui qui vous marque in fine à gauche ou à droite, c'est la question de l'identité. Et à cet égard, la gauche est intellectuellement assez cohérente. Sa position dominante actuelle, qui consiste à nier la pertinence, voire l'existence tout simplement, d'identité collective nationale et culturelle, est directement l'héritière de cette pensée des Lumières dont je vous ai parlé au début de la vidéo, à savoir qu'une nation n'est qu'une collection d'individus. À gauche, par exemple, ceux qui sont encore attachés à une vision dite républicaine de la nation fondent cette association sur l'adhésion à des grandes valeurs de liberté ou d'égalité. La France est un choix, la France est une adhésion, la France tient tout entière dans un pacte que chaque Française et chaque Français noue avec les autres en leur disant liberté, égalité, fraternité. Rien de plus, rien de moins. Telle est la vraie et la grande patrie des Français. Elle est dans nos cœurs. Et à gauche toujours, ceux qui ont une sensibilité plus anarchiste ou plus critique encore, fondent cette association simplement sur le hasard, et ne valorisent même pas spécialement cette association, ni l'identité qui en découle, car elle serait simplement contingente ou idéale selon eux. Mais dans un cas comme dans l'autre, ces deux positions, vision républicaine ou vision critique dirais-je, ces deux positions permettent d'évacuer totalement la question ethnique. Il n'est même pas besoin de nier le remplacement de population, ce dernier n'a tout simplement pas d'importance. Mais la France, ça n'existe pas. Il faut que les gens comprennent que la France, ça n'existe pas. Une société, ça n'existe pas. Une société, ça se réduit à ce que les gens en font. C'est un territoire, c'est des papiers, point. C'est rien d'autre. Donc, peut-être que je sais pas, mais moi je le dis comme ça, mais quand les gens s'opposent à la théorie d'un remplacement, je sais pas quoi, en disant mais c'est fictif, y a pas. Je dis mais on s'en fout. Je veux dire, si jamais dans 100 ans la France il y avait que des Noirs, des Arabes tous volés, bah tant pis, on s'en fout. Tant pis, tant mieux, j'en sais rien. C'est un territoire, c'est ce que c'est. Il y a rien d'autre que c'est ce que c'est. Il y a pas d'essence. C'est ce que c'est. À droite en revanche, c'est plus ambigu et on ne sait pas toujours sur quel pied danser. La logique des idées voudrait qu'à l'inverse, on reconnaisse sans trop de difficulté l'importance du facteur ethnique dans la constitution d'une identité. Après tout, c'est ce vers quoi tend toute la tradition intellectuelle et philosophique de droite depuis 2 siècles au moins.
La nation n'est pas la somme des volontés individuelles, elle est le fruit immémorial de nombreuses générations et comprend autant les habitants présents que leurs ancêtres et leurs descendants à venir. Si la nation n'est pas une construction idéologique, elle est un donné naturel, et si elle est un donné naturel, elle est un fait de naissance. Après tout, c'est même ce que veut dire l'étymologie du mot nation. Et dans cette perspective, l'intégration des éléments étrangers ne peut être qu'extrêmement minoritaire, elle ne peut se faire qu'à la marge, car ces derniers ne participent pas de cette longue chaîne de générations qui constitue le cœur de la nation. Mais voilà, les choses ne sont pas si simples, et le camp de droite lui-même est divisé entre ceux qui défendent une vision, une conception ethnique de la nation et de l'identité, et ceux qui défendent, d'une façon ou d'une autre, une conception civique de celle-ci. Alors certes, pas sur le même modèle que celui de la gauche, mais qui considèrent quand même l'identité, et en particulier l'identité française, comme une adhésion à certaines valeurs. Plusieurs raisons expliquent les réticences d'une partie de la droite française à assumer le facteur ethnique comme condition sine qua non d'une identité. La première de ces raisons, la plus évidente, quoique la moins intéressante d'un point de vue intellectuel, c'est bien entendu tout simplement la peur du qu'en dira-t-on. Depuis la Seconde Guerre mondiale, en effet, tout propos se rapportant de près ou de loin à la race ou à l'ethnie est recouvert d'un voile suspect, et tout le monde n'ose pas forcément braver ce tabou. Je pense toutefois personnellement que cette raison est vouée à disparaître à plus ou moins brève échéance. Car la race, comme concept, fait son grand retour dans le débat intellectuel par la gauche, grâce aux dites théories critiques de la race, ou encore à des concepts fumeux comme celui du privilège blanc. Je vous renvoie d'ailleurs, si cela vous intéresse, à l'entretien que j'avais réalisé il y a quelque temps avec Georges Giscard, auteur justement d'un livre sur le privilège blanc. Quoi qu'il en soit, ce qui me semble assez clair en tout cas, c'est que l'utilisation, certes très contestable, que la nouvelle gauche fait de ce concept de race, banalise à nouveau l'emploi de ce terme. Il n'est certes pas employé d'une même façon et dans un même sens à gauche comme à droite, mais peu importe au fond du moment qu'il est utilisé. Il n'y a donc pas de pudeur excessive à avoir à ce niveau-là. Mais plus profondément, il me semble que le refus d'une partie de la droite française à assumer le combat identitaire repose sur un mythe extrêmement fort, à savoir le mythe que la France constituerait un modèle à part, différent des autres nations, que la France incarnerait une idée universelle, et même qu'elle serait d'autant plus française qu'elle est universelle. Et d'un point de vue savant, on justifie cela en créant une opposition entre ce qu'on appelle soi-disant la conception allemande de la nation, qui elle serait ethnique, et la conception française de la nation, qui elle serait civique. Il s'agit vraiment d'un lieu commun vu et revu. Moi-même, j'ai dû l'étudier à l'université, et j'ai déjà entendu des hommes de gauche comme de droite l'asséner avec assurance. C'est généralement un de ces propos qu'on accepte désormais sans trop les remettre en question. Si cela ne vous dit rien, je vous résume très rapidement la chose. Comme je vous le disais au début de la vidéo, face à la nation révolutionnaire française, fondée sur l'idée d'un contrat et d'une libre association des individus, les Allemands des XVIIIe et XIXe siècles opposeront celle d'une totalité englobante, dans laquelle l'appartenance à la nation n'est plus fondée sur l'adhésion volontaire, mais sur le lien naturel établi par la filiation. La nationalité, en ce sens, est innée et suppose l'existence de prérequis culturels, ethniques et linguistiques. Herder, que j'ai déjà cité, fut un des précurseurs en ce domaine, mais c'est généralement au nom de Fichte, de Johann Gottlieb Fichte, que l'on songe, à raison d'ailleurs, Fichte, qui était l'auteur, je le rappelle, des fameux Discours à la nation allemande. Et si cela vous intéresse, j'ai aussi consacré une vidéo à cette œuvre sur la chaîne il y a quelque temps maintenant. Ainsi, dire qu'il y a eu une réaction intellectuelle très forte en Allemagne qui sera déterminante pour toutes les traditions nationalistes de l'Europe par la suite est tout à fait exact. À l'homme universel, sans racines et sans particularité, Herder, Fichte et tous leurs successeurs par la suite opposeront l'idée d'un homme déterminé au contraire par la culture particulière de son origine et de son milieu. Pour dire les choses très grossièrement, on est allemand parce qu'on est de souche allemande. Mais on dit alors que contre ce modèle allemand, contre cette vision essentialiste de l'identité, Ernest Renan, à la fin du XIXe siècle, aurait fondé un modèle inverse, fondé sur l'adhésion volontaire à la nation. Et l'on cite toujours ces formules bien connues de Renan, selon lesquelles l'appartenance à la nation serait le fruit d'un plébiscite de tous les jours, voire d'un désir de vivre ensemble. Alors ce n'est pas le lieu de faire ici une analyse complète de ce grand texte,
mais je voudrais quand même signaler qu'il y a un anachronisme complet à récupérer ce texte au profit d'une conception purement civique de la nation. Quand Renan avait prononcé cette conférence intitulée « Qu'est-ce qu'une nation ?», je le rappelle, il avait pour ambition de contester la légitimité de l'annexion de l'Alsace par l'Allemagne. Car en effet, l'Allemagne avait justifié son entreprise au nom du pangermanisme, c'est-à-dire de cette idée selon laquelle l'Allemagne devait réunir dans une seule et même entité politique tous les peuples de souche germanique. Et c'est à cela précisément que Renan répondait dans sa conférence. Son propos était de dire qu'une nation était un produit historique très complexe et qu'elle ne pouvait se réduire à un seul facteur en particulier, comme la langue, la géographie, la race, la religion, etc. Pour simplifier, ce n'est pas parce que l'Alsace est de souche germanique ethniquement parlant que l'Allemagne a le droit de s'en emparer. Et l'analyse de Renan dans son texte est très fine, et vaut encore pour bien des cas contemporains, contre les simplifications outrancières que l'on peut encore entendre de nos jours. Ce n'est pas parce qu'on parle allemand en Suisse, par exemple, que la Suisse est allemande, ce n'est pas parce qu'on parle français en Belgique que la Belgique est française, et ce n'est pas parce qu'on parle russe en Biélorussie ou dans certains territoires d'Ukraine que ces territoires sont russes. On ne peut pas réduire l'identité à un seul facteur en particulier. C'est là que la volonté de la nation a son mot à dire, observe Renan. Si l'Alsace veut continuer à vivre avec la France, l'Allemagne n'a pas le droit de la prendre de force. Or, c'est dans ce sens qu'il faut comprendre ces expressions de plébiscite de tous les jours ou de volonté de vivre ensemble. Cela ne veut pas dire que la nation est le fruit d'un pacte ou d'un contrat, plutôt que de la naissance ou de l'hérédité. Car voici ce que dit Ernest Renan à la fin de sa conférence. Une nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui, à vrai dire, n'en font qu'une, constituent cette âme, ce principe spirituel. L'une est dans le passé, l'autre dans le présent. L'une est la possession en commun d'un riche legs de souvenirs, l'autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu indivis. L'homme, messieurs, ne s'improvise pas. La nation, comme l'individu, est l'aboutissant d'un long passé d'efforts, de sacrifices et de dévouement. Le culte des ancêtres est de tous le plus légitime. Les ancêtres nous ont fait ce que nous sommes. Comme vous le voyez ici, le désir de vivre ensemble n'a de sens dans la vie d'une nation que s'il repose au préalable sur un héritage commun. Le passé de la nation a fait ce que nous sommes, et le plébiscite de tous les jours, dit Renan, est simplement la volonté de perpétuer cette vie. C'est une disposition spirituelle et morale qui se traduit par le dévouement à un héritage qui doit rester indivis, qui se traduit par la disposition au sacrifice et par le culte des morts. La nation est donc bien avant tout une communauté de naissance, autrement dit, une identité qui se maintient dans le cours de son développement. La primauté est donc à la nation, à la société qui constitue l'individu, et c'est seulement ensuite que cet individu œuvre pour la perpétuation de sa nation. Et c'est pourquoi Renan affirme que cette parole spartiate constitue l'hymne abrégé de toute patrie. Nous sommes ce que vous fûtes, nous serons ce que vous êtes. Si Renan ne se limite donc pas au seul facteur ethnique pour définir une nation, il ne l'exclut pas pour autant. La volonté qui est mise en valeur par Renan n'est pas à l'origine de l'identité, elle est ce qui permet de la faire perdurer dans le temps. De par ma naissance, je suis constitué par mon hérédité, je reçois un héritage, et ma liberté consiste à accepter cet héritage ou à le renier. Mais en aucun cas, je ne puis par la seule magie de ma volonté devenir ce que je ne suis pas. Et c'est cela qui m'amène à dire qu'il faut cesser de voir l'identité et l'appartenance à une nation comme le fruit d'une idée particulière ou de valeurs partagées. Alors qu'est-ce qu'être français ? C'est vouloir qu'une certaine idée est défendue par les hommes, qui est l'idée de la France, qui est l'idée d'une nation sans pareil, qui est l'idée d'une singularité. Le fait de vouloir être un nous dans l'histoire, c'est ça être français. Croire que l'on peut devenir français, fût-ce par l'adhésion à des valeurs dites conservatrices, c'est prolonger au fond le fantasme selon lequel l'homme serait capable de s'auto-construire comme s'il disposait d'un droit absolu et illimité à s'affranchir de tout conditionnement biologique et culturel. Les valeurs, les idées, les visions du monde sont importantes, je serais le dernier à le nier, mais ce ne sont pas elles qui fondent l'identité. Et personnellement, je vois un paradoxe qui mène à une impasse, à combattre le subjectivisme absolu de la gauche
en fondant l'identité sur des valeurs simplement contraires. Dire qu'on est français parce qu'on est catholique, parce qu'on est royaliste, parce qu'on est conservateur, parce qu'on aime l'histoire de France ou parce qu'on veut la souveraineté de la France, c'est au fond participer du même mouvement intellectuel que ceux qui disent qu'on est français simplement parce qu'on adhère aux valeurs de la République. C'est certes adopter une vision contraire, mais ce n'est pas adopter le contraire de cette vision. Or, comme je l'ai dit plus tôt, je crois fondamentalement que l'identité est le thème majeur de notre temps. Il produit des clivages extrêmement forts dans tous les domaines liés à la culture ou à la nation, mais aussi, depuis quelques années maintenant, dans des questions liées à l'identité sexuelle, par exemple. Or, si la gauche est globalement cohérente dans son anti-essentialisme, qui consiste à dire que tout est le fruit d'une construction sociale ou de la volonté individuelle, il faut que la droite fasse maintenant preuve d'une cohérence intellectuelle similaire, en adoptant, par exemple, une anthropologie réaliste qui prenne en compte nos multiples déterminismes. Alors bien sûr, cela ne veut pas dire qu'il faille sous-estimer l'importance de la culture dans la vie et dans le développement des hommes. À la différence des animaux, par exemple, l'homme ne possède pas de façon innée les qualités qui lui permettent de s'adapter à son environnement. C'est un savoir que les Grecs anciens eux-mêmes connaissaient déjà à leur époque et qu'ils avaient traduit par le fameux mythe de Prométhée et d'Épiméthée. Je le rappelle très simplement, les hommes ont reçu le feu et la technique, la techné, pour contrebalancer ce que la nature ne leur a pas donné à la naissance. En d'autres termes, l'homme n'est pas un être spécialisé, ou plutôt, pour reprendre la formule du grand biologiste Konrad Lorenz, l'homme est un spécialiste de la non-spécialisation. Herder, lui, parlait de l'homme comme d'une créature déficiente, ein Mengelwesen, et Arnold Gehlen, lui, en parlait comme d'un être incomplet, ce qui expliquerait son ouverture au monde. Et par conséquent, l'homme serait, selon la grande formule d'Arnold Gehlen, un être de culture par nature. Mais cette culture ne surgit pas de nulle part. La culture d'un homme se déploie ses potentialités à partir d'un double héritage que lui transmettent ses ancêtres. À savoir tout d'abord leur propre héritage culturel qu'ils ont élaboré au cours des siècles, comme leur langue ou leurs institutions par exemple, et leur patrimoine génétique. C'est ce double héritage biologico-culturel qui constitue l'identité d'un peuple à travers les siècles, qui constitue son âme ou son caractère, comme dirait Gustave Le Bon, un penseur qui m'est très cher et que nous ferions bien d'étudier à nouveau pour penser cette question de l'identité aujourd'hui. Voici ce que disait Gustave Le Bon en effet. Derrière les institutions, derrière les arts, les croyances, les bouleversements politiques de chaque peuple, se trouvent certains caractères moraux et intellectuels dont son évolution dérive. Ce sont ces caractères dont l'ensemble forme ce que l'on peut appeler l'âme d'une race. Les caractères moraux et intellectuels, dont l'association forme l'âme d'un peuple, représentent la synthèse de tout son passé, l'héritage de tous ses ancêtres, les mobiles de sa conduite. Ils semblent très variables chez les individus d'une même race, mais l'observation prouve que la majorité des individus de cette race possèdent toujours un certain nombre de caractères psychologiques communs, aussi stables que les caractères anatomiques qui permettent de classer les espèces. Comme ces derniers, les caractères psychologiques se reproduisent par l'hérédité avec régularité et constance. Cela ne signifie pas pour autant que l'identité des peuples est figée à tout jamais. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'identité est un potentiel qu'il nous revient d'actualiser et de réaliser selon les modalités qui nous sont propres. Une culture peut donc évoluer avec le temps, et elle doit même évoluer pour s'adapter aux nécessités du temps, mais elle ne peut pas perdurer si le peuple qui la portait vient à disparaître. Ainsi, si nous voulons que la culture européenne perdure et poursuive son essor, il faut donc admettre que les Européens sont fondés à vouloir se maintenir comme peuples homogènes dans les espaces géographiques qu'ils ont façonnés. Et c'est pourquoi surtout, il devient urgent d'en finir avec les chimères du nationalisme civique, car ce dernier ne sauvera pas la culture européenne de la disparition de ses peuples, et, qui plus est, il ne permettra même pas de gouverner pacifiquement des peuples au caractère trop différents et antagonistes sur un même territoire. Une fois de plus, comme je le répète souvent, il faut en finir avec le mythe égalitaire qui empêche de voir la pluralité et la diversité irréductible qui existent dans le monde des hommes. Les réformateurs et les idéologues égalitaires qui succèdent depuis des siècles ont déjà essayé de tout changer, mais ils ne peuvent rien contre le caractère des peuples que le temps a fixé. Paradoxalement, l'expérience et l'histoire démentent à chaque fois leurs rêves, mais elles les poussent plus encore à persévérer dans leur folie. À nous maintenant d'incarner la voie de la raison et de l'expérience, en rappelant que le caractère des peuples et leur souche biologico-culturelle
sont plus importantes que n'importe quelle théorie déracinée. Et pour conclure, permettez-moi de citer une dernière fois Gustave Le Bon. Les préjugés héréditaires d'un peuple et ses croyances religieuses peuvent être déclarés absurdes par la raison, mais un véritable homme d'État ne tentera jamais de les combattre, sachant qu'il ne peut le faire utilement. Seuls des théoriciens ignorant des réalités croient que la raison pure gouvernera le monde et transformera les hommes. En réalité, l'intelligence prépare lentement les changements qui, à la longue, transformeront nos âmes, mais son action immédiate est très faible. Fort peu de choses peuvent être changées par elle brusquement.